Bonjour Simone. Bonjour Franck. Alors, je le dis à beaucoup de mes invités, c'est vrai, mais je suis vraiment, vraiment ravi de te parler aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement, Oui. et ça fait aussi un petit moment. Bon, on communique un peu par WhatsApp, mais ça fait aussi un petit moment qu'on ne s'est pas parlé pour de vrai, comme on dit, donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir, euh, voilà, Moi de te parler aussi. aujourd'hui. À moi aussi. Mm. Euh, je voulais te parler évidemment de ce qui se passe à Gaza, mais aussi maintenant au Liban depuis plus d'un an. Euh, alors il y a eu, alors c'est vrai que j'avais pas prévu de parler de ça, mais il y a eu quand même une grande nouvelle hier, une grande à plusieurs, dans plusieurs sens, parce c'est historique. Je parle de la CPI et des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galan. Il y a aussi contre Mohamed Deif, un dirigeant du Hamas, mais qui est soupçonné d'être mort, puisqu'Israël dit qu'ils l'ont tué en août. Le mandat d'arrêt à l'origine devait être aussi contre Ismaël Haniyeh et contre Yahya Sinwar, mais Haniyeh a été assassiné en Iran et Sinwar est mort en gros au combat à Gaza. Mais voilà, la grande nouvelle, c'est qu'on parle de Netanyahou et Galland, deux dirigeants, on va dire, ou ex-dirigeants d'une puissance qu'on voit comme occidentale, donc ils font partie de nos alliés. Et c'est la première fois, en fait, que la Ouais. CPI, voilà, Oui, demande un mandat d'arrêt contre des gens alliés de l'Ouest, comme on dit. moi, je l'ai ressenti hier vraiment comme la première bonne nouvelle depuis plus d'un an, venue de cette partie du monde. Même si on ne sait pas très bien à quoi ça va mener, je ne sais pas si ça ira jusqu'au procès et jusqu'à la condamnation, mais en tout cas, on ne sait rien, sauf qu'on sait que les Américains s'y sont tout de suite opposés, on pouvait s'y attendre, et que donc eux, en tout cas, vont continuer de recevoir Netanyahou et de le soutenir, et je suppose qu'ils vont exercer beaucoup de pression sur des pays européens et sur d'autres et sur les juges eux-mêmes. Donc on ne sait pas surtout sur le terrain si ça va améliorer un peu les choses. Il n'empêche que c'est quand même une très bonne nouvelle, je dirais, à la limite pour tout le monde, parce que on a et moi-même, je peux dire, les gens ont totalement perdu confiance dans les instances internationales, c'est-à-dire y compris dans les Nations Unies. Enfin, toute cette régulation euh, euh, dont notre génération, dans laquelle notre génération a vécu et qui nous assurait quand même une certaine euh, ouais, un peu une certaine confiance que certaines choses ne pouvaient pas se passer complètement impunément, qu'il y avait une régulation internationale, que tout ça était en train de s'écrouler totalement. C'est-à-dire la loi internationale est complètement bafouée quotidiennement. Dans plusieurs endroits sur la planète, mais la manière dont elle est bafouée en Palestine et dont elle est bafouée à Gaza, surtout, et au Liban maintenant, cette dernière année, enfin, ça rendait tout cela complètement dérisoire. Il n'y avait plus aucune confiance. On se dit même parfois que l'ONU est mort, quoi. Je veux dire, nous qui connaissons bien le Moyen-Orient, ben on est depuis des années furieux que des centaines de résolutions de l'ONU n'aient jamais été appliquées. En gros, toutes celles qui concernent les droits des Palestiniens. Euh, mais, euh, mais là, ça commençait à devenir complètement planétaire, quoi. Euh, donc c'est une bonne nouvelle, je crois, pour tout le monde. Pas seulement pour nous qui sommes qui, malgré tout le malheur qui se passe, enfin, c'est pas seulement pour nous qui sommes attachés
à l'idée d'un possible progrès au Moyen-Orient vers plus de démocratie et plus de justice. Je pense que Oui, oui. c'est une bonne nouvelle pour tout le monde si la communauté internationale et la justice internationale se, se ressaisissent Oui, oui. euh, et ne perdent pas ces acquis quand même formidables que les diplomates et les juges ont réussi à obtenir pour nous tous, Oui, euh, c'est évident. pendant cette génération. Mm. C'est évident que là, c'est vrai que depuis un an, je pense que quand on perd un moment toute boussole, tu sais, que plus rien n'a de sens, ni le droit, ni la loi, etc., c'est très compliqué. Mais moi, je voulais plus précisément te parler de ce qui se passe depuis un an vraiment à Gaza, donc avant la CPI, avant la CIG, dans un entretien que tu as donné à Télérama le 9 octobre. Donc le 9 octobre, c'était 2 jours après le 7 octobre. Et il fallait être costaud pour donner des entretiens à ce moment-là, parce qu'il y avait vraiment ce choc, il faut l'appeler comme ça, c'était un choc incroyable, ces attaques du 7 octobre, pour la population israélienne, mais pour le monde entier aussi. Donc 2 jours après ces attaques du Hamas et des factions palestiniennes, tout en étant horrifié en fait, toi, par les crimes de guerre commis par le Hamas et les factions palestiniennes, tu parlais déjà, et c'était très 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 compliqué 2 jours après le 7 octobre, de contextualiser cette attaque en fait. Pourquoi c'était important pour toi, même encore dans le choc du 7 octobre, dès le début, de dire c'est terrible ce qui se passe, mais attention, ça n'arrive pas de nulle part. Bah, d'une part parce que tout aussi horrible et presque inouï dans l'horreur que ça a été, c'était quand même quelque chose auquel moi je m'attendais. Quelque chose de ce genre allait forcément arriver parce que je savais que la pression était tellement forte que les Israéliens allaient si loin dans ce qu'ils infligeaient aux Palestiniens, surtout à Gaza, et que c'était pas possible. On avait eu les marches du retour euh, où des civils qui s'avançaient main nue vers la barrière étaient vraiment tirés comme des lapins. Donc je me disais bien qu'il n'y aurait plus euh, qu'il n'y aurait qu'il n'y aurait plus de moyens euh, non violents d'essayer de sortir de cette prison, de l'ouvrir, et que la colère était si grande et que quelque chose allait exploser. Je ne savais pas quoi, qui, comment. J'étais loin de me douter que aurait été capable de mener un truc militaire d'une si grande importance. J'étais loin de me douter, je crois comme nous tous, que la grande armée israélienne euh, aurait été incapable de protéger des civils pendant des heures et des heures, enfin pendant une journée entière. Donc, euh, donc c'était quand même pas, c'était euh, un choc, mais c'était pas tout à fait une surprise. Donc non, oui, j'ai pas eu de mal à dire. J'étais contente qu'un média m'appelle. C'était pas évident. Ils ont pas appelé beaucoup de gens comme moi, c'est-à-dire. Et pour dire tout de suite, il faut absolument contextualiser parce que pendant 2 jours, on n'arrêtait pas d'entendre. Rien ne justifie, rien n'explique, rien ne, voilà. Enfin, il y avait des trucs ridicules, genre c'est le plus grand pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand, enfin des choses complètement hors contexte justement. Euh, et moi, qui étais vraiment, et qui suis toujours très affectée par ce qui s'est passé ce jour-là, parce que j'ai, j'ai vécu en Israël, j'y ai des proches, j'y ai des amis, j'étais allée, alors que ça faisait 15 ans que j'y mettais pas les pieds, j'étais allée vraiment quelques mois auparavant, j'avais accepté d'aller
en Israël, dans un festival israélien, alors que je refuse absolument tout ça depuis plus de 10 ans, parce que je voulais montrer mon dernier film qui parlait du judaïsme marocain, je voulais le montrer au festival de Sderot, euh, qui est un petit festival dans une ville qui est peuplée presque uniquement de juifs marocains, dans une école de cinéma qui est dirigée par un ami engagé, Sami Shalom Chitrit, et j'ai fait vraiment une entorse à mon opposition de principe à participer à, à- à un événement culturel officiel, disons, même si très petit, en Israël. Euh, donc je venais d'aller à Sderot quelques mois auparavant et j'ai appris que il y a un des techniciens de ce festival qui a été tué. Et c'est peut-être le technicien qui a projeté mon film. Euh, il y a des étudiants de cette école de cinéma qui ont été tués. J'ai des amis proches, euh, comme Osnat Trabelsi, par exemple, qui est vraiment une amie et qui est la productrice du film Arna's Children que tu as vu, qui est vraiment une personne très engagée, qui a perdu son neveu ce jour-là. Son neveu qu'elle aimait beaucoup, qui était comme un fils pour elle parce qu'il était allé danser à ce festival débile, abruti, voilà. Comme si on pouvait aller danser vraiment à 500 mètres d'une prison. Mais enfin bon, beaucoup de jeunes l'ont fait par, euh, euh, par ignorance, par désinvolture, parce que la population israélienne est complètement, enfin, le lavage de cerveau est incroyable. Donc, donc j'étais choquée et j'étais endeuillée. Hmm. Euh, euh, et j'étais endeuillée aussi d'avance parce que j'ai su tout de suite, et je crois que je l'ai dit dans cet entretien, que ce qui s'était passé, c'était une sorte d'énorme attentat suicide. C'est-à-dire qu'il était évident que tous les Palestiniens qui ont traversé la barrière ce jour-là et qui sont entrés dans le territoire israélien et qui ont tué, qu'ils aient tué des soldats ou des civils, euh, c'était évident pour moi comme pour eux qu'ils allaient mourir. C'était un immense attentat suicide. Et je pense qu'ils savaient aussi, peut-être pas au point où ça en est arrivé, mais qu'ils allaient amener le malheur sur leur famille et sur leurs proches, que les représailles allaient être terribles. Donc c'est un attentat suicide. Le 7 octobre, c'est un immense attentat suicide. Euh, Est-ce que je peux te couper juste 2 secondes? Parce que qu'est-ce que tu répondrais à ça, par exemple? Beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi le Hamas et les factions palestiniennes ont fait ça? Ils savaient très bien qu'Israël allait répondre avec une force, une férocité qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc pourquoi le faire si tu savais qu'en retour, il allait se passer quelque chose d'horrible? je pense que la, la raison la plus logique me paraît être que le désespoir était tellement inouï euh, que, que parfois des gens, et ça on peut le comprendre, et c'est arrivé dans beaucoup de luttes de libération nationale, préfèrent mourir debout qu'à genoux. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Il y a aussi un endoctrinement religieux euh, évident qui déforme les perspectives rationnelles, qui fait qu'on est presque heureux de mourir parce qu'on va aller au paradis et tout ça. Donc, mais la raison principale me semble être le, le, sui- le- vraiment l'attentat suicide, c'est-à-dire le meurtre mêlé au suicide, c'est-à-dire puisque je vais mourir, autant les emporter avec moi dans ma mort. Euh, et, et, ça, je pense pas que ça soit, je n'ai jamais pensé que c'était la bonne manière. euh,
la bonne voie que les Palestiniens devaient emprunter. Je n'ai jamais pensé que ça les libérerait. Je ne leur refuse pas ce droit. Qui suis-je pour refuser à un peuple occupé de résister? Mais, euh, euh, mais en réfléchissant, je pense que le rapport de force est tellement, c'est un gouffre que c'est une très mauvaise idée de penser qu'on peut libérer la Palestine par la force. De Mais toute est-ce que... façon, je pense qu'aujourd'hui, les guérillas euh, n'ont plus aucune chance parce que les ennemis ils sont tous du même bord, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas s'appuyer sur les Américains pour combattre un envahisseur qui est pro-russe. On ne peut pas s'appuyer sur les Russes pour combattre un envahisseur qui est pro-américain. On peut enfin, je veux dire, ils sont tous du même bord. Les fascistes et les dictateurs du monde entier sont tous du même côté. Donc, comment une guérilla n'importe où pourrait-elle les vaincre? Moi, c'est ma petite idée personnelle, mais en même temps, Hmm. je comprends qu'on préfère mourir debout, oui. Je ne peux que le comprendre. Et Mais, d'ailleurs, tout en mais, disant... mais pardon. ça restera toujours pour moi quand même le 7 octobre restera toujours pour moi euh, quelque chose qui a souillé la résistance palestinienne. Ouais. Même si Ah, beaucoup de ce qui a été dit est faux, et je le sais, bien sûr, il n'y a pas eu de bébés décapités, il n'y a pas eu de femmes enceintes éventrées, mais il y a eu des meurtres de civils, d'enfants, de personnes âgées. Il y a eu surtout des kidnappings de civils, de vieilles dames. Je me rappelle que Azmi Bishara, qui est sans doute l'intellectuel palestinien que je respecte le plus, euh, que je, que, qui m'a appris beaucoup de choses, même si il a écrit vraiment très peu de temps après le 7 octobre. C'est passé un peu inaperçu dans son analyse. euh, où il parlait de la résistance et il disait que bien sûr que c'était un acte de résistance et que cette résistance était légitime, mais il conseillait, il demandait à Hamas de libérer tout de suite les otages civils, en disant nous ne voulons pas de ce fardeau moral. Il ne nous fera que du tort. Euh, D'autant que euh, vous avez kidnappé assez de soldats pour qu'on ait une monnaie d'échange pour négocier nos prisonniers politiques. Et ça n'a pas été fait, je le regretterai toujours. Je pense que mais bon, mais ça n'empêche rien au contexte. Ça aussi, ça fait partie du contexte. J'ai tout de suite dit, mais je dis toujours, et je pense que des gens comme nous doivent toujours dire, quoi qu'il se passe, de quelque côté que ça se passe, que le plus important, c'est le contexte. Et que c'est justement dans les moments de crise que le contexte est utile. C'est quand il y a une crise qu'il faut sortir les cartes, les dates, le savoir, qu'il faut s'adresser à des gens qui connaissent euh, une région ou un conflit pour qu'ils vous l'expliquent et qu'il ne faut, et surtout quand on a des responsabilités politiques ou surtout quand on est quelqu'un de très médiatique, qu'il faut surtout ne pas réagir seulement sur le coup de l'émotion. C'est une responsabilité énorme et ouais. j'étais furieuse des réactions médiatiques et politiques en France dans les premiers jours. D'ailleurs, je le suis toujours parce que ça s'est pas beaucoup amélioré. Voilà. Oui, parce que ce que tu dis, c'est important, parce que ce que les médias et les politiques ont essayé de faire dès le 7 octobre, c'est d'effacer tout contexte et de ne Ça, c'est répondre, et, complètement, et de ne répondre que complètement. par Comme si l'émotion. tout avait commencé ce jour-là. Ouais, Et de ne répondre du coup que par l'émotion, ouais, en répondant à des questions, oui ou non. Êtes-vous ouais. pour, êtes-vous contre? Oui ou non, sans la Absolument, possibilité. absolument. Et on ne Et pouvait ça, pas c'est terrible. parler avant de, je veux dire, il y avait une sommation, et je comprends certains de mes amis palestiniens qui très vite ont refusé d'aller sur les plateaux de télévision ou de radio parce qu'ils étaient tellement agressés
on les sommait tellement de commencer par... enfin, il fallait qu'ils disent ce qu'on leur dit, ce qu'il fallait dire avant de pouvoir exprimer quoi que ce soit. Et on remettait en cause leur humanité. Je veux dire, une personne comme Laila Shahid ou comme Elias Sandbar, il y a pas, à aucun moment on ne peut le sommer enfin, c'est inimaginable de pouvoir penser une minute qu'il pourrait être en faveur de l'assassinat d'enfants. Donc de leur demander de s'exprimer sur cela qui a été commis en plus par le camp politique qui n'est pas le leur, c'était terrible. Et donc, je comprends que certains d'entre eux aient refusé euh, de s'exprimer dans les médias. Mm. Simone, moi je voulais vraiment te parler aujourd'hui parce que tu es juive marocaine et tu as dédié une énorme partie de ton travail à la Palestine, à la terre de la Palestine, à Israël. Tu as réalisé de nombreux films, du coup, sur la Palestine. Il y a Mur, il y a Rachel, il y a Citizen Bishara, il y a encore Palestine, l'histoire d'une terre, et il y en a d'autres. Je voulais te poser, du coup, cette question. Pourquoi tu es attaché à cette histoire, à ce lieu et à cette terre? Ben, j'y ai quand même vécu une partie de ma vie qui est très importante. J'ai vécu mon adolescence. Je suis arrivée en Israël à l'âge de 11 ans. J'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 11 ans. Ensuite, ma famille, sans me demander mon avis, bien sûr, parce qu'à cet âge-là et surtout à cette époque-là, on ne demandait pas l'avis des enfants. Euh, donc, nous sommes allés vivre en Israël et j'y ai grandi et je suis devenue israélienne et je l'ai été totalement jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est un âge important et il s'y est passé des choses importantes. J'étais euh, j'étais soldate pendant la guerre de 73. Je ne portais pas l'uniforme parce que j'étais fort heureusement une très mauvaise soldate qui se faisait virer de partout où on l'envoyait. Mais vraiment, je me suis fait virer peut-être de 15 endroits en 2 ans parce que j'étais pas bien, quoi. Je voulais pas être soldate. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de possibilité aussi facile que maintenant de s'en tirer, voilà, avec quelques relations, un peu de piston, ou en prétendant avoir un problème psychologique, ou simplement en disant qu'on ne voulait pas y aller, surtout quand on était une fille. À l'époque, il n'y avait pas d'objecteur de conscience, ou s'il y en avait deux ou trois, je ne connaissais même pas leur existence. Et ça a été un grand traumatisme pour moi, la guerre de 73, comme beaucoup de gens de ma génération. Euh, Pendant la guerre, j'ai été affectée dans un hôpital. Je ne portais pas je portais pas l'uniforme, mais j'étais envoyée par l'armée pour aider les soignants. Et donc j'ai vraiment vu ce qu'était la guerre. La guerre, c'est des corps jeunes déchiquetés, c'est des morceaux de cervelle par terre. C'est, enfin, y a rien de plus affreux que la guerre. Et dans un hôpital, on voit bien ça. Et je suis devenue euh, pas vraiment militante, je l'ai jamais vraiment été, j'ai jamais été encartée dans quoi que ce soit, mais je suis devenue très profondément, euh, je sais pas, opposée à la violence, à l'injustice. Et j'ai compris, c'est-à-dire qu'en 73, j'ai compris le contexte. Voilà. Euh, Très vite. Alors que pareil, pour le monde entier, c'était les Arabes qui agressaient Israël, mais enfin, il fallait pas aller chercher loin pour comprendre que les Égyptiens avaient tout à fait le droit d'essayer de récupérer leur territoire, enfin, qui était occupé militairement. Euh, je pense que c'est ça. Alors pourquoi moi on me demande souvent, parce que beaucoup de gens qui ont la même histoire que moi, les mêmes origines, euh, n'ont pas du tout les mêmes opinions que moi, mais je pense que c'est ça qui est
C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je l'ai posé d'ailleurs dans un de mes films, je l'ai posé à un ami psychiatre, au docteur Sarraj, euh, de Gaza, que nous avons perdu. Euh, et je lui dis, à l'intérieur du film, c'était dans le film Le Mur, euh, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression parfois d'être folle parce que tout va vers la séparation et moi je me sens toujours juive arabe, je me sens toujours à la fois juive et arabe parce que je suis née comme ça et j'ai vécu comme ça. Et il m'a répondu, non, c'est toi qui es normal et c'est le monde tout autour de nous qui est devenu fou. Euh, donc pour moi, c'est normal. Oui. Euh, euh, Je voulais te poser vraiment une question, Simone, par rapport à ça. En fait, je vais te poser deux questions en une. J'ai lu du coup que la guerre de 73, tu avais dit que ça t'avait rendu pacifiste. Alors la première question, c'est est-ce qu'on peut espérer, je crois que je connais la réponse, hein, mais que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui ait le même effet sur les soldats et une partie de la société israélienne? Et la deuxième question, elle est peut-être plus profonde. Moi, quand j'allais en Palestine, parce que je suis plus allé depuis au moins 10 ans, les Palestiniens me disaient, tu sais, qui sont les pires soldats? C'est les Juifs séfarades. Donc ils disent, c'est nos cousins. Les pires soldats qui nous font qui nous harcèlent le plus, qui nous font le plus, c'est c'est nos frères. On le voit bien, c'est des Arabes, c'est Je des crois qu'ils ont Marocains, tort. etc. C'est une illusion d'optique. Je crois qu'ils ont tort. Euh, c'est un peu comme quand on dit que les pires racistes sont les gens des classes populaires en France. C'est-à-dire, ce sont ceux qu'ils voient. Parce que ce sont les soldats subalternes, ce sont les petits soldats, les non gradés qui sont au checkpoint. Ou qui sont leurs geôliers dans les prisons. Mais ce ne sont pas les chefs, ce ne sont toujours pas les chefs. Il y a quelques chefs séfarades maintenant, mais c'est encore. Enfin, Israël est toujours, grosso modo, gouverné et dirigé par l'élite ashkénaze. Et puis surtout, euh, euh, je veux dire, quand les Juifs arabes sont arrivés en Israël, les Palestiniens étaient déjà dans les camps de l'UNRWA. Et ça, il faut jamais l'oublier. Euh, c'est pas nous. Euh, c'est pas nous qui avons créé le sionisme, c'est pas nous qui avons créé Israël. Alors maintenant, bien entendu, les- 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 la responsabilité est entièrement partagée. Et oui, ce lavage de cerveau dont je parlais auparavant est encore plus fort dans les classes populaires parce il y a un vrai écart de classe sociale en Israël encore aujourd'hui entre les orientaux et les ashkénazes. Et oui, c'est vrai que les classes populaires, donc, qui sont très souvent orientales, ont le cerveau encore plus lavé que les autres, parce que eux vraiment ne parlent pas d'autres langues, non pas que les autres le fassent, mais enfin eux sont encore moins susceptibles d'aller écouter la BBC, donc ils vont bien entendu ne regarder que leur télévision nationale et les médias israéliens ont été vraiment en dessous de tout cette année. C'est terrible. Enfin, c'est impossible à lire. On se dit non, mais c'est le Gorafi, c'est pas possible. Alors les gens disent Haaretz, oui, d'accord, mais Haaretz, personne ne lit Haaretz. Haaretz, vous savez, vous ne le trouvez pas en kiosque. Dans 95% du territoire israélien, Haaretz n'est pas dans les kiosques. Il faut être abonné pour lire Haaretz, et puis il y a quelques kiosques dans les quartiers chics de Tel Aviv ou au centre-ville de Jérusalem où vous aurez Haaretz, 3 numéros qui sont partis à 8 heures du matin déjà. Donc les gens ne lisent pas du tout Haaretz, l'essentiel des gens. Et tout le reste de la presse est complètement, c'est la voix de son maître. Et c'est très militariste, c'est très raciste, c'est très violent. Euh,
Alors je ne sais pas, il paraît qu'il y a beaucoup de soldats qui ont besoin de traitements psychiatriques en revenant de Gaza. Bon, ça m'énerve un peu, évidemment, qu'on parle tellement de ça. On parle plus de leur traumatisme à eux que du traumatisme effroyable que vivent les survivants à Gaza et les enfants surtout on ne sait pas comment on peut se remettre des conditions de vie dans lesquelles ils sont actuellement. Ça paraît impensable. Euh, mais bon, toujours est-il que ce que l'on fait faire à ces soldats israéliens à Gaza est en ce moment est tellement inhumain que beaucoup d'entre eux apparemment en reviennent avec des troubles. Est-ce que cela les fera euh, réfléchir je ne sais pas, je l'espère. Euh, J'en suis pas sûre, d'après ce que je lis, parce que d'après ce que je lis, ce que je vois, c'est qu'on soigne surtout leur peur, c'est-à-dire euh, on essaye de les re-rendre virils et sûrs d'eux, plutôt que d'accepter leur, euh, leur tristesse et leurs conditions humaines. C'est ça qui peut les sauver. C'est de retrouver leur âme qu'ils ont perdue. Et je ne suis pas sûre que le travail psychologique qui soit fait avec eux consiste en cela. Et c'est dommage. Mm. Je vais un peu continuer dans cette lignée et je voudrais finir par une question sur ton dernier film, en fait, qui s'appelle Ziyara, qui raconte... C'est l'avant-dernier parce que j'en ai déjà un nouveau que je présente la semaine prochaine en première mondiale au prochain festival de Marrakech. Oh, ok, et qui s'appelle comment, Qui du coup? s'appelle Les mille et un jours du Hajj Edmond Ok. et qui est un film-lettre que j'adresse à un écrivain juif marocain qui s'appelait Edmond Amran El Maleh, que j'ai connu, qui était aussi un ami et qui était un de ces juifs arabes progressistes. C'est un ancien dirigeant communiste du Parti communiste marocain qui a toujours été antisioniste, qui a jamais mis les pieds en Israël euh, et qui était très engagé pour la cause palestinienne. Et voilà, c'est un film qui lui est consacré. Ben alors déjà désolé, mais j'ai hâte de le voir. Donc ton avant-dernier film, Ziyara, raconte, en fait, il parle des gardiens musulmans de ta mémoire juive au Oui, Maroc. Tu disais dans un entretien avec une amie, Nadia Mefla, que avoir dit à ta monteuse Dominique Paris, est-ce que tu réalises qu'on est en train de faire un film qui est un peu une réhabilitation de l'islam et du judaïsme populaire? Là, pendant notre conversation, tu as dit, moi, je me suis toujours considéré comme juive arabe. oui. À une époque où on veut complètement diviser ces deux religions ou quoi que ce soit, ces deux. euh, Pourquoi il est important pour toi de faire ce travail, en fait? Et ça sera ma dernière question. Ben, parce que c'est un fait. Alors en même temps, je suis pas naïve. Je sais très bien que je fais partie d'une espèce en voie de disparition. Il n'y a quasiment plus de juifs arabes et bientôt il n'y en aura plus. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de juifs dans le monde arabe. Ils sont tous partis. Euh, euh, Au Maroc, le Maroc est encore une exception. Il y a une petite communauté très résiliente de quelques milliers de personnes, mais même ceux-là, déjà, pour la plupart, leurs enfants ne sont plus là. Il n'y a plus d'enfants juifs qui naissent dans aucun pays arabe. Donc c'est la fin de quelque chose. Mais c'est la fin d'une histoire qui est très longue, qui a eu ses moments difficiles, mais qui a eu beaucoup de moments de lumière et de fraternité, qui est incomparablement belle et lumineuse justement par rapport à l'histoire juive ashkénaze, qui effectivement n'a été que, quasiment qu'une longue suite de persécutions euh, jusqu'à l'extermination finale. Nous avons une toute autre histoire, et le fait qu'elle soit en train de se terminer ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé.
Et c'est très important pour moi d'en garder une trace cinématographique. Certains en ont gardé une trace littéraire. Euh, euh, voilà, donc c'est un élan qui est très profond de raconter ce qui a été. Je suis une documentariste et le documentaire est là aussi pour garder une trace de ce qui fut. Euh, c'est très important. Les historiens de demain regarderont beaucoup de documentaires, j'en suis sûre. Par exemple, en ce moment, il y a un film qui circule, que je vais présenter d'ailleurs dans une salle, parce que j'aime bien présenter les films des autres quand on me le demande, quand le réalisateur ne peut pas y aller. C'est le film Voyage à Gaza qu'a fait un jeune réalisateur italien. Il a filmé Gaza, il a filmé la jeunesse de Gaza juste avant la catastrophe. Et c'est très important, ce film est très important parce que tout ce qu'on y voit n'existe plus. Beaucoup des gens qui sont dans ce film sont morts, certains ont réussi à partir. Tous les immeubles, toutes les rues, tous les endroits, tout ce qu'il a filmé n'existe plus. Je veux dire, c'est une œuvre d'histoire. Euh, le documentariste, c'est l'allié numéro un de l'historien, je pense, maintenant. Merci vraiment du fond du cœur, Merci Simone. Franck, merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu fais, pour ton travail et merci d'exister. Et j'espère que, comme tu Espérons disais, qu'on aura d'autres bonnes nouvelles que celles d'hier. ouais, ouais, Espérons que ça, espérons qu'il y en aura plus des mandats d'arrêt, pas seulement ces ouais, deux-là, parce qu'il y en a pas mal qui mériteraient ouais, ouais. Et d'être espérons, considérés comme ouais, des assassins hmm, fugitifs, comme on dit. ouais. Oui, oui, Et oui. espérons surtout que ça s'arrête, quoi. Tu vois, Espérons surtout que cela qu'il y ait un s'arrête, cessez-le-feu à voilà, Gaza, au que cela Liban, parce que là, s'arrête, ouais, et que ceux qui sont encore en vie, euh, de- de- euh, voilà, qu'on leur donne des conditions qui ouais, leur permettent de retrouver le goût de vivre. Voilà. ouais, ouais, c'est très, très important parce que je me rappelle d'une étude, moi, en 2008-2009, après opération Plan Durci, qui avait été terrible, mais infiniment moins terrible que ce qui se passe depuis un an. Il y Ce qui avait se une passe étude. depuis un an n'a pas de Non. précédent. Et pas seulement chez nous. Enfin, Hmm. c'est tous les gens qui reviennent de là-bas, les quelques médecins, les quelques témoins disent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel et qui ne peuvent pas comparer cela. Ouais. C'est terrible, c'est inouï. Mais Ouais. du coup, il y avait eu cette enquête du Lancet, qui est un journal anglais médical, un des plus importants au monde, qui avait dit que, je crois que c'était, alors je veux dire les chiffres exacts, mais 60% des moins de 16 ans à Gaza avaient perdu, had lost the will to live, donc avaient perdu Oui, le goût de la vie. oui, Et c'est ça oui, le plus terrible, je oui. pense. C'est ça le plus terrible. Je me demande comment psychologiquement tous ces enfants, tous ces jeunes, tous ces adultes vont arriver à se reconstruire après Oui. cette chose immonde, quoi. Ouais, On se le demande tous. ouais, Et on n'est pas encore à l'après. On est ouais, en c'est ça, plein ouais. dans le... C'est maintenant. Merci Simone, merci beaucoup. Merci Franck.